Et merci beaucoup pour l'introduction. Donc oui, pour me représenter rapidement, je suis Salomé chez Mobitip, consultante et responsable innovation. Donc pour présenter rapidement Mobitip, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une équipe d'une quinzaine de personnes entre Angers et Toulouse. Donc moi, je suis à Toulouse. On est une entreprise d'édition de logiciels et de cabinet de conseil, mais avant tout édition de logiciels. Et notre objectif, c'est vraiment de industrialiser la mesure et le pilotage de l'empreinte carbone et globalement de la RSE pour les organisations, dans le but de les aider dans leur transition bas carbone. Donc pour ça, on a conçu un outil qui s'appelle Climatype. Climatype est le premier outil à avoir été reconnu comme conforme à la méthodologie bilan carbone. Donc à l'époque, c'était la V8. Et une méthode, donc la méthode qu'on va voir aujourd'hui, la comptabilité carbone analytique, qui est aujourd'hui intégrée dans la méthode V9, bilan carbone, comme étant le niveau 3. Donc c'est la méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une méthode qu'on réalise avec tous nos clients depuis plus de 2 ans maintenant. Donc tous nos clients, dont Stella Group, avec Myrna, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Donc Myrna, si tu veux bien te présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Salomé. Alors nous, on est très heureux. On a démarré la relation avec Mobitip il y a maintenant à peu près 9 mois. On est une ETI industrielle alors que j'ai qualifié de décentralisée parce qu'en fait, on a 12 marques commerciales, mais qui sont aussi 12 filiales qui sont complètement indépendantes. Au global, Stella Group pèse 642 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 2500 collaborateurs dans trois activités qui sont assez proches. La fermeture de la baie, c'est la fabrication en fait de volets roulants. L'accès, c'est la fabrication de tout ce qui est grilles et rideaux, portes sectionnelles, et une troisième activité dans la protection solaire, donc tout ce qui va être, par exemple, store ban, store de façade, etc. Donc, on fabrique des équipements en fait qui sont installés sur les bâtiments, donc résidentiels, tertiaires, industriels. Et comme je vous disais, on a cette particularité d'être très décentralisé, c'est-à-dire que chacune des 12 sociétés qui constituent le groupe est autonome dans sa production, mais aussi dans son système d'information. Donc, on a une consolidation financière, mais pas de système d'information commun. Mais on est présent dans 5 pays, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et pour dire 2 mots sur mon rôle, moi j'ai rejoint Stella Group donc il y a 1 an pour justement mettre en place la stratégie RSE et notamment la roadmap carbone pour l'entreprise. Et merci beaucoup, Myrna. Donc, pour remettre un peu de contexte, on va regarder les étapes d'un bilan carbone en comptabilité carbone analytique. Donc, déjà, chez Mobitip, nous réalisons que des bilans carbone dits avancés. Donc, niveau 3, bilan carbone dans la méthodologie V9, bilan carbone. L'objectif de cette méthode, c'est vraiment de construire le bilan carbone comme étant un outil de décision, donc un outil de pilotage dans l'entreprise. Et donc, pour ça, le bilan carbone a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'avoir un bilan carbone exhaustif sur tout ce que l'entreprise paye. Donc, on rajoute évidemment les postes d'émissions non supportés par l'entreprise. Mais donc vous allez voir, on va partir du plan comptable pour construire la structure du bilan carbone. Donc, à travers ça, on va avoir de manière assez simple et assez industrialisée une cartographie des flux qui va être beaucoup plus poussée qu'une cartographie des flux classique dans un bilan carbone standard. Elle va aussi permettre de coller la structure des résultats carbone à la structure opérationnelle, donc la structure comptable et organisationnelle de l'organisation, pour correspondre beaucoup plus à la réalité de l'entreprise qu'un bilan carbone classique, et donc permettre une meilleure compréhension, une meilleure appropriation des résultats par une organisation. Un autre objectif, donc, c'est comme la structure financière d'une entreprise est assez stable, on va avoir des résultats qui seront rapides à mettre à jour en utilisant bien sûr des données physiques, vous allez le voir, et aussi un périmètre qui sera finalement comparable d'une année à l'autre dès le premier bilan carbone, puisqu'on a un périmètre exhaustif et stable dès le premier bilan carbone. Et vous allez voir aussi, le dernier objectif, c'est vraiment, comme le bilan carbone est collé à la structure comptable de l'entreprise, on peut imaginer de sortir une double comptabilité euro-carbone, voire même d'y associer des vulnérabilités liées aux enjeux énergie-climat. Toujours pour remettre un petit peu de contexte là pour la méthodologie V9 bilan carbone, son objectif c'est d'inscrire le bilan carbone dans une démarche globale de transition d'une organisation. Donc il y a 7 étapes.
Dans chacune de ces étapes, on va retrouver des spécificités lorsqu'on fait un bilan carbone dit avancé, donc un bilan carbone en comptabilité carbone analytique. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, hein, l'idée, c'est vraiment de faciliter la transition bas carbone de l'organisation, notamment en industrialisant et en facilitant finalement chacune des étapes qu'on voit là. Donc, on va regarder aujourd'hui les principales étapes qui sont différentes en comptabilité carbone analytique, donc en CCA, qui sont en rouge ici. Donc, d'abord, la définition du périmètre qu'on va faire à partir d'un plan comptable et d'un plan analytique de l'organisation et non pas à partir d'une cartographie des flux classique. Ensuite, la mobilisation des responsables et des parties prenantes de manière plus globale, parce que chacun aura son propre petit bilan carbone à son échelle pour pouvoir prendre des décisions, finalement exactement comme d'un point de vue comptable. Ensuite, l'analyse des résultats qui sera plus proche de leur réalité du quotidien. Et bien sûr, à partir de données physiques, hein, on va calculer à partir de données physiques et non comptables, et donc des données précises. Et donc le tout qui va aider à la mise en place d'un plan de transition à l'échelle de décideurs de l'entreprise, donc un plan de transition qui va être réalisable et applicable. Donc d'abord, si on regarde les périmètres d'un bilan carbone en comptabilité carbone analytique. Ça, si vous avez déjà fait un bilan carbone, vous le connaissez. Le premier objectif d'un bilan carbone, c'est d'identifier les flux physiques dont l'entreprise dépend. Donc, en bilan carbone standard, on réalise une cartographie des flux. Donc là, vous en avez une qui est assez simplifiée. Donc, dans cette cartographie des flux, on va venir identifier tous les flux physiques, par exemple les déplacements professionnels, les frais entrants, l'achat des matières premières, les consommations d'énergie, etc. Donc, certains de ces flux sont payés par l'organisation, comme les consommations d'énergie, les déplacements professionnels, etc. Et d'autres non, comme l'utilisation et la fin de vie de leurs produits. Les deux sont bien à inclure dans un bilan carbone puisque l'entreprise dépend bien de ces deux types de flux. Sauf que quand on réalise une cartographie des flux en la première année pour un premier bilan carbone, c'est pas si simple d'avoir quelque chose qui est exhaustif dès la première année et quelque chose qui est encore moins simple hein, d'avoir quelque chose qui est précis pour avoir une décomposition, par exemple par fournisseur ou par client ou bien même par site. Le second objectif, une fois qu'on a identifié les flux, c'est de calculer l'empreinte carbone de ces flux à partir de données physiques. Donc, par exemple, on va parler hein, de kilomètres ou de litres d'essence pour les déplacements professionnels, de tonnes pour les matières, etc. L'objectif, c'est de repérer dans les grandes masses quels sont les postes d'émission qui ont le plus d'impact carbone donc sur l'environnement tout au long de la chaîne de valeur de l'organisation, donc sur tous les flux physiques dont elle dépend. En bilan carbone donc standard, on va faire à partir de cette cartographie des flux, donc on obtiendra quelque chose d'assez général. Donc par exemple, on aura un très gros bloc souvent matières premières, un autre très gros bloc souvent utilisation des produits, qui inclut tous les fournisseurs pour les matières premières, tous les clients sur l'utilisation, et qui peut donc ne pas être toujours assez précis pour pouvoir définir un plan d'action qui serait applicable, puisqu'en fait, on n'a aucune idée de ce dont les fournisseurs sont capables au niveau des actions sans avoir identifié finalement ces fournisseurs. Enfin, donc le dernier calcul à réaliser dans un bilan carbone avant de passer au plan d'action, c'est l'analyse des vulnérabilités, c'est-à-dire que sur ces mêmes flux, on va venir identifier ceux qui sont susceptibles d'avoir une augmentation de coûts future comme une augmentation de coûts à l'heure actuelle, présent, liée au changement climatique. C'est là notamment où on voit la dépendance des entreprises aux énergies fossiles, hein. Euh, Sauf que, comme sur chacun de ces flux physiques, on a identifié les tonnes CO2, on n'a pas forcément identifié les coûts. Et donc, c'est très compliqué de calculer une augmentation de coûts, sachant qu'on n'a pas le coût à l'origine. Le tout fait que c'est pas toujours facile pour une organisation de comprendre exactement comment agir, donc de construire un plan d'action qui est applicable et réaliste. Et c'est encore moins facile pour les organisations de comprendre pourquoi il faut agir, comprendre que c'est dans leur intérêt, parce qu'elles n'ont pas forcément une bonne idée du coût de l'inaction, qui peut être assez élevé pour certaines organisations. Donc, comment on fait en CCA, en comptabilité carbone analytique, pour répondre à ces différentes problématiques? Donc, tout d'abord, l'étape de périmètre, définition du périmètre. En bilan carbone dit avancé, on ne va pas faire une cartographie des flux comme vous venez de voir, mais on va récupérer un plan comptable. Un plan comptable, c'est vraiment une liste
des flux physiques que paye l'entreprise pour les classes 2, donc c'est leurs achats, et pour les classes, non, pardon, pour les classes 2, c'est les immobilisations, et pour les classes 6, c'est les achats. Et donc un plan comptable, ça va vraiment être une liste des coûts, donc finalement une liste de postes de coûts pour une organisation qu'on va récupérer comme étant la liste des postes d'émission. On rajoute à ça automatiquement depuis notre outil climatique, mais on peut aussi le faire à la main, une liste des activités que l'entreprise ne paye pas, mais dont elle dépend. Donc par exemple, hein, l'utilisation et la fin de vie des produits ou les déplacements domicile-travail des salariés. Et le tout nous permet d'avoir un périmètre qui est complet, qui est exhaustif, qui est très précis, de toutes les causes d'émissions, donc de tous les postes d'émissions, dès la première année, dès le premier bilan carbone, et de manière assez rapide et industrialisée. Ensuite, on va croiser ça avec un plan analytique. Alors, un plan analytique, ça va être une liste de fournisseurs, une liste de produits, une liste de centres de coûts, une liste d'activités, d'équipes, de sites, qui va nous permettre en fait d'avoir des axes de lecture du bilan carbone par responsable, par décideur ou bien par partie prenante. Par exemple, on va pouvoir voir une division de l'impact du bilan carbone par client ou par fournisseur. Dans la partie analyse des coûts pour une entreprise, hein, ce plan analytique lui permet de diviser ses coûts ou ses budgets justement par décideur. Donc on va chercher à faire exactement la même chose d'un point de vue carbone. Le tout va nous permettre de construire une structure du bilan carbone qui va coller à la réalité du quotidien de l'entreprise, puisque finalement, les résultats du bilan carbone ne seront pas sous le vocabulaire que vous connaissez, intrants, biens et matières, métal, plastique, etc., mais sous le vocabulaire même de l'entreprise. Donc, on va retrouver, par exemple, achat stocké, biens et matières, ou bien achat stocké, achat de marchandises, ou bien achat de prestations de services qui est finalement le vocabulaire que l'entreprise connaît parce qu'elle l'utilise au quotidien pour prendre ses décisions et pour piloter l'entreprise. Et enfin, effectivement, puisque derrière chaque code comptable, on a déjà les coûts via son pilotage monétaire, on va aussi y rajouter le carbone et donc on va pouvoir sortir un reporting euro-carbone. Et donc, comment ça s'est passé chez Stella Group, cette partie périmètre? Alors tout à fait, tout au long de cette présentation, je vais vous parler à chaque fois, de 2 niveaux. En fait, le niveau local, parce qu'on a réalisé donc cette année 9 bilans carbone sur 12 filiales, donc il y en a 3 qui passent en année 2. Et en même temps, en complément, je vous parlerai aussi donc de la vue, je dirais, consolidée groupe, puisque nous, l'objectif, c'était de pouvoir, matérialiser aussi notre stratégie de décarbonation groupe. Donc, on est vraiment parti dans tout cet exercice, je dirais, de la base, donc de chacune des filiales qui, comme autant de sociétés en fait indépendantes et différentes, avaient toutes un plan comptable local différent, des intitulés différents, et puis on avait une assez grande diversité au sein de nos 9 sociétés. Je voulais préciser aussi, c'est toutes des PME. Donc la plus simple, je dirais, c'est l'entité, mono-activité, c'est-à-dire un site de production, une seule activité sur le site et c'est relativement facile à cadrer. On a des filiales qui sont multi-entités, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, 2 activités de production, une activité de production, une activité de transport. Donc là, on a fait un cadrage, par activité. Et puis le plus compliqué qu'on a eu à gérer, c'était effectivement des entités, multisites, donc une société, mais qui a, par exemple 2 ou 3 sites de production. Chaque site de production a une activité différente et effectivement le fait de rentrer, je dirais, dans l'identification des flux par cette grille de lecture du plan comptable, nous a permis en fait d'être synthétique et de coller vraiment à la réalité opérationnelle de chaque société. Après effectivement le standard comme disait, Salomé, c'était, la partie classe 6 et classe 2 pour les achats et les immobilisations. Puis on avait une autre complexité nous dans nos identifications de flux physiques, c'est que nos sociétés se commercialisent, des produits qui sont fabriqués par une autre entité, donc ce qu'on appelle des ventes croisées de produits, finis entre sociétés ou aussi, des ventes interco, intercompany sales, en anglais. Donc on avait besoin aussi d'identifier cette activité-là pour pouvoir, la quantifier au niveau local, mais aussi pouvoir l'éliminer au moment où on passait donc à la deuxième étape qui était la consolidation pour avoir une vue groupe. L'objectif de la consolidation, c'était de pouvoir remonter toutes ces spécificités, je dirais, locales dans une lecture de bilan, global qui a la même logique. On retrouve bien
au sein d'un poste d'émission groupe, les mêmes postes d'émission dans chacune des filiales et puis, pouvoir éliminer, ces flux, intersociétés pour éviter, justement des doubles comptages. Donc nous, ce qu'on a apprécié dans l'exercice effectivement de cette méthode comptabilité carbone analytique, c'est le fait de pouvoir vraiment s'adapter, localement pour chaque entreprise à ses spécificités, de réussir à gérer cette complexité effectivement de groupes décentralisés puisque multi-sites, multi-activités, et pas de système d'information, commun donc, chez nous. Donc ça veut dire aussi des ERP, des systèmes comptables, enfin toutes les extractions, je dirais, de données qui sont, spécifiques à l'entreprise et pouvoir, obtenir au final une consolidation et des résultats lisibles et comparables pour l'ensemble du groupe. Et merci beaucoup, Mianda. Donc je le rappelle ici, mais c'est hyper important, c'est vraiment pour que surtout ça soit clair pour tout le monde. On utilise bien les données comptables pour du coup paramétrer la structure du bilan carbone, mais on utilise des données physiques pour calculer le bilan carbone. Donc comme pour un bilan carbone classique, on va venir chercher des quantités d'activités fournies par l'organisation, qui sont des kilomètres parcourus, des litres d'essence, etc. On va multiplier par des facteurs d'émissions qui proviennent de base empreintes pour avoir du coup les quantités en tonnes CO2. Donc là, vous avez quelques exemples pour que ça soit clair. Donc par exemple, on va avoir un code comptable 600-600 qui correspond à du carburant de véhicule. Donc ce code comptable va être associé à une source de données qui sont les cartes totales, qui va nous donner par équipe. Donc c'est là où on va retrouver les différents axes analytiques avec les différents responsables des équipes et qui va donc nous donner un C4 total la quantité de litres d'essence. Et donc, on va pas utiliser les données monétaires pour faire le calcul, mais bien les données des litres d'essence qui sont présents dans la carte totale. Un autre exemple, juste en dessous, on a la consommation d'électricité par bâtiment, donc par site, on a 3 sites. Là, on va récupérer les factures EDF, par exemple, avec du coup les quantités en kilowattheure par site. Et un dernier exemple, juste en dessous, peut-être un peu plus intéressant, où on va avoir le nom du poste d'émission, donc PVC, qui correspond au code comptable 601-200, hein, par exemple, où là, on va venir récupérer des exports fournisseurs. Donc, chaque fournisseur va nous fournir un export avec les quantités de PVC achetées et même idéalement des analyses de cycle de vie pour avoir des facteurs d'émission spécifiques aux fournisseurs pour être encore plus précis dans nos calculs. Et donc, si ça Alors va effectivement, merci. Donc comme je vous disais, chez Stella, on a mis donc en place dans chaque filiale au moment où on lançait en fait le bilan carbone, donc on a fait ça en séquentiel un petit peu. On a fait des groupes de 3 à 4 entreprises, qui démarraient leur bilan carbone en même temps pour aussi pouvoir, absorber la charge de travail et puis tous les 2 mois et demi, 3 mois, on a lancé une nouvelle, promotion, on va dire, de filiales qui étaient, en train de réaliser leur bilan carbone. Heu, ce qui est très efficace dans la méthode, c'est qu'on arrive à mettre en place, du coup, un programme de collecte de données physiques et monétaires qui est adapté à l'organisation locale. Donc comme je vous disais, nous, on a dans chaque société, des ERP, différents, une disponibilité aussi, de la donnée qui va être variable d'une société à l'autre. Donc dans certains cas, des sociétés pour lesquelles on a énormément de données physiques, facilement, collectables, dès la première année. Dans d'autres sociétés, bah, des outils informatiques qui sont moins précis, donc un ratio de données monétaires plus important. Là, de nouveau, on a pu donc, avoir ce programme de collecte spécifique à chacune des entités. Identifier donc les contributeurs métiers en fonction aussi de l'organisation, locale. Dans certains cas, par exemple, les données énergie sont gérées par les équipes maintenance. Dans d'autres sociétés, ça va être, des responsables de production. Donc là, on dans chaque entreprise, on identifie les bonnes personnes. Et puis, là où on a toujours en année 1, je dirais des trous dans la raquette, on met en place un plan d'amélioration sur la donnée pour qu'elle soit disponible, fiable et puis qu'on ait, une couverture avec le plus de données physiques, possible. Au moment de la consolidation, ce qui a été, très apprécié pour nous, c'est qu'on a construit notre bilan carbone groupe en partant de toutes les données disponibles, dans nos filiales à l'instant de réalisation des bilans. Donc je dirais, on est sur le meilleur niveau de connaissance possible et on a pris par exemple des hypothèses uniquement dans les cas où la donnée, n'était pas disponible.
Ça nous a permis, là aussi, de pouvoir piloter dans chaque filiale son propre plan d'amélioration sur la donnée pour pouvoir continuer à fiabiliser en fait nos calculs carbone à partir de l'année 2. Donc, regardons maintenant ce que ça donne dans les résultats d'un bilan carbone en comptabilité carbone analytique. Donc sur cet écran, vous avez à gauche les résultats personnalisés d'un bilan carbone CCA et à droite les résultats d'un BGES. Donc à gauche, hein, sur les résultats d'un bilan carbone en CCA, on va retrouver un vocabulaire qui correspond finalement au code comptable, donc un vocabulaire adapté à l'organisation. Par exemple, on a achat stocké, carburant chantier, véhicule location longue durée, voilà. Donc tout ça, c'est des noms de codes comptables que l'organisation a l'habitude de voir et qui correspondent donc à son propre vocabulaire. Et à droite, on a les résultats en BGES, où on retrouve 5 blocs qui sont pas toujours assez précis et assez compréhensibles en fait pour construire un plan d'action à partir de ça, puisque du coup, dans un bloc, on va retrouver plusieurs choses qui sont mélangées, alors que pour l'organisation, c'est pas forcément logique de les mettre dans un même bloc de son point de vue, on va dire, de la réalité au quotidien. En fait, finalement, dans un bilan carbone en CCA, dans les résultats, on va être plus fin, plus précis dans la définition des postes d'émission, comme l'est la méthode comptable. Et en plus d'être plus fin, donc on va être plus compréhensible par l'organisation puisque c'est un vocabulaire qu'elle connaît. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc à l'image des bilans carbone, on a des types et des sous-types qui sont automatiques. Donc par exemple, dans intrants, biens et matières, on va pouvoir zoomer sur plastique ou sur acier. Ou dans utilisation et dépendance, on va pouvoir zoomer sur utilisation B2B. Ici, on va construire ces types et des sous-types en groupes et sous-groupes qui vont être personnalisés et personnalisables. Donc ici, par exemple, dans le groupe achat, on va retrouver des sous-groupes béton, PVC, acier, agrégat, isolant, etc qui vont être du coup sur mesure. Et on va même pouvoir zoomer à un niveau encore en dessous. Donc là, par exemple, dans les achats de béton, on a plusieurs lignes qui correspondent à des achats dans plusieurs axes analytiques. Donc ici, plusieurs chantiers. Donc, et du coup, pour chacun des chantiers, on va retrouver la quantité d'activité, le facteur d'émission utilisé et donc les émissions de CO2. Donc finalement, avec cette méthode, c'est pas, dans les résultats finaux, c'est pas deux cartographies des flux, une tonne CO2 et une vulnérabilité à tenter de croiser et à tenter de comprendre pour construire des actions, mais c'est plutôt une définition par périmètre de décision, donc par périmètre où on peut piloter finalement un plan d'action, où on va avoir des émissions carbone, une étude de vulnérabilité, et donc chaque direction va pouvoir construire son plan de transition qui est opérationnel, qui est réalisable et qui correspond à sa capacité d'action. Le tout est évidemment remonté à l'échelle globale de l'entreprise pour pouvoir avoir un pilotage global de l'organisation. Et c'est là où on va rendre le bilan carbone très opérationnel, c'est-à-dire utilisable comme étant un outil de décision, un outil de pilotage, puisque chacun des responsables ici peut imaginer son plan d'action à son échelle et on a une consolidation globale pour pouvoir piloter l'entreprise. Finalement, exactement comme d'un point de vue monétaire. Après, au-delà des périmètres opérationnels, donc au-delà des décideurs, en fait, on a des parties prenantes, donc des fournisseurs, des clients, des équipes, des sites, qui ont aussi des pouvoirs de décision, mais peut-être moindres, mais par contre qui ont des capacités d'action qui sont différentes les unes des autres et qui sont à prendre en compte quand on va modéliser un plan d'action. Par exemple, on va pouvoir avoir un fournisseur qui va pouvoir s'engager et mettre des panneaux solaires sur son toit, un autre qui va pouvoir acheter de la matière recyclée, un troisième qui pourra rien faire ou alors qui pourra peut-être relocaliser sa production. Et du coup, ces capacités d'action-là sont à prendre en compte quand on va définir un plan d'action, puisque les actions seront différentes finalement d'une partie prenante à une autre, suivant ses capacités d'action. Donc le bilan carbone sera défini pas seulement par direction ou par décideur, mais aussi par parties prenantes internes et externes pour pouvoir valider les actions avec ces parties prenantes et avoir finalement des actions qui sont réalistes et réalisables dans un plan d'action. Alors tout à fait, j'insiste sur ce côté, personnalisation des résultats parce que c'est ce qui nous a permis, pour nous chez Stella Group au moment de la restitution des bilans carbone, d'avoir en fait
une expérience, je dirais, pour les collaborateurs contributeurs, mais aussi, de manière plus élargie à ceux qui en prenaient connaissance pour la première fois, de pouvoir tout de suite identifier, en fait, les différents impacts et les principaux, postes, d'émission. Puisque justement, les équipes de direction visualisent le bilan carbone avec les intitulés des postes d'émission qui correspondent au budget qu'eux gèrent en opérationnel, toute l'année. Et du coup, chaque responsable d'une section budgétaire retrouve son équivalent carbone. Très souvent, c'est, aussi, extrêmement pédagogique parce que ça permet de prendre conscience, en fait, de l'impact carbone de décisions métiers que ces collaborateurs, professionnels prennent, chaque jour. Et donc, on a réussi aussi durant cette phase de restitution et de présentation des résultats, du fait qu'ils soient personnalisés, à pouvoir vraiment faire aussi une pédagogie, je dirais, très appliquée. Nous, par exemple, on achète, énormément de métaux. C'est vrai qu'il y avait une méconnaissance, dans tous les métiers de l'impact carbone, par exemple, du métal. Donc on arrive, quelque part à faire de la sensibilisation et de la formation, à travers en fait, cette personnalisation, des résultats. L'autre chose, qu'on a beaucoup utilisé dès la première année, c'était effectivement ces axes analytiques, notamment, donc nous, on a des bilans carbone qui sont avec, un 1er poste d'émission qui représente entre 60 et 75 de l'empreinte qui sont liées aux achats et notamment à ces achats de métaux. On est, descendu dès la première année, on a pu utiliser vraiment, je dirais, toutes les possibilités de l'outil pour pouvoir avoir, une analytique sur nos achats par fournisseur et pour un certain nombre de fournisseurs, qui avaient eux-mêmes déjà fait, je dirais, leur travail d'identification de leur empreinte carbone, on a pu leur attribuer, en fait, un facteur d'émission spécifique et là aussi, je dirais, pour une même tonne, de métal acheté, pouvoir voir, la différence par fournisseur, suivant son niveau de maturité et d'avancement, carbone. Donc là aussi, et j'anticipe un petit peu ce qu'on va vous dire, un petit peu plus tard, faciliter cette compréhension de l'enjeu pour passer à l'action très rapidement, derrière, parce qu'on comprend bien en fait, ce qui se joue dans les différentes décisions métiers qu'on prend, que l'on soit acheteur, commercial, parce qu'on voit donc du coup aussi l'impact par exemple carburant des voitures de fonction, ou des décisions de transport quand on est, responsable logistique. Donc nous, on a vraiment apprécié, le fait de pouvoir, avoir aussi bien au niveau local, mais après en consolidation, des résultats qui étaient intelligibles pour l'ensemble, des collaborateurs, puisqu'il y avait, donc la possibilité de voir les résultats par un angle filiale, par un angle poste d'émission, par site bien entendu et puis bon sur les activités on est assez homogène donc mais là aussi, on peut rentrer quand même assez finement dans certains process industriels qui sont différenciants d'une filiale à l'autre pour voir, l'impact que ça a aussi sur l'empreinte carbone. Comme je vous disais, cette vue fournisseur, donc par filiale et la vue client, puisqu'on a certains clients qui là pour le coup sont eux avancés, d'un point de vue carbone et nous demandent en tant que fournisseurs, de leur communiquer en fait la part carbone des achats qu'ils réalisent, auprès de nos sociétés. Donc voilà, c'est cet outil et surtout je dirais la puissance du résultat personnalisé permet d'exploiter toute la donnée qui a été collectée, pour répondre à une multitude d'interrogations qu'on peut avoir, en interne dans le pilotage de l'entreprise, mais aussi, notamment vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis de ses fournisseurs. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va regarder à quoi ressemble un plan de transition dans un bilan carbone en CCA. Le plan de transition étant vraiment la dernière étape et vraiment l'objectif d'un bilan carbone finalement. Donc l'objectif, on l'a dit depuis le début, c'est vraiment d'avoir un plan de transition qui est réaliste et qui est applicable à l'échelle donc de chaque décideur de l'entreprise, de chaque responsable. Donc chaque décideur, chaque responsable a une liste d'actions. Et pour chaque action, on va retrouver une deadline, des coûts et des gains directs en CAPEX, OPEX, donc en budget, en euros, mais aussi des coûts et des gains en tonnes CO2, des étapes des actions, etc. Et donc en fait, il va pouvoir suivre sa feuille de route et suivre ses trajectoires budgétaires et ses tonnes CO2, voire même suivre des indicateurs associés donc à chacune de ses parties prenantes, donc pour chacun de ses sites, chacun de ses fournisseurs, chacun de ses clients, de ses équipes, etc., suivant ce que chacun peut faire comme action. Et évidemment, toutes ces évolutions futures, toutes ces actions modélisées à l'échelle des responsables sont remontées à l'échelle globale de l'organisation
pour pouvoir piloter donc l'organisation à l'échelle globale et aussi vérifier qu'on respecte bien, par exemple, des trajectoires SBT, etc., de manière réaliste et sur un plan d'action donc, qui peut réellement être mis en œuvre. Alors chez nous, effectivement, le plan de transition, il a été, développé donc, très rapidement dans les 2 semaines qui ont suivi la restitution du bilan carbone parce que voilà, les équipes sont dans le sujet. Au niveau donc de chacune des filiales, on a sollicité donc nos contributeurs pour mettre au point le plan d'action qui leur est propre et qui correspond là aussi aux principaux postes d'émission qu'on a identifiés. Donc on évite de travailler sur ce qui n'est que 4 par exemple de l'empreinte carbone et on applique vraiment cette règle du 80-20 parce qu'elle est facilement visualisable et on arrive, très rapidement en fait à des idées très concrètes, en travaillant avec les contributeurs. Et puis, dans la foulée donc de l'identification des actions, celles-ci sont quantifiées donc de nouveau, vraiment à la maille des opérations de l'entreprise pour pouvoir, décider, au vu de la quantification qui est faite, est-ce que ça vaut la peine de la mettre en œuvre ou pas? De nouveau, l'idée étant vraiment d'utiliser, l'outil pour permettre de bâtir un plan d'action, mais avant de passer en mode exécution, s'assurer qu'on met les efforts sur ce qui va apporter le plus de fruits et ce qui va être le plus efficace en fait, pour venir réduire, les émissions. Et puis on a ensuite la possibilité de suivre en fait la réalisation, de ces actions et parce qu'on a paramétré l'outil et que nous on est rentré dans une logique de bilan carbone qu'on met à jour en fait chaque année, suivre en fait la traduction je dirais, réelle, de ces actions, en remesurant en fait, les émissions, l'année suivante. Le plan de transition, donc comme je vous dis, il est construit au niveau de chacune des filiales et on fait ensuite un travail en fait de consolidation de ce plan pour avoir la vue effectivement groupe et pouvoir justement, réévaluer, les engagements, de réduction des émissions que souhaite prendre le groupe et puis, je dirais la vitesse à laquelle il va être capable de les tenir, suivant l'avancement en fait des plans de transition individuels, au niveau de chacune des sociétés. J'en profite aussi pour ouvrir sur, un sujet donc qui est pas spécifique carbone, mais qui peut concerner un certain nombre d'entreprises, avec lesquelles vous travaillez, aujourd'hui, qui est la CSRD. Donc Stella Group, on fait partie de ce qu'on appelle l'année 2 ou la vague 2 d'entreprises. Donc elle va être applicable à partir de enfin notre premier rapport de durabilité sera déposé en 2026 sur, l'exercice 2025 et pour nous, le fait d'avoir, pu bien fiabiliser, je dirais, notre compréhension carbone et nos actions à travers le plan de transition était déjà en fait une forme de travail préparatoire sur, voilà l'identification des impacts, des risques et opportunités qu'on doit faire, dans le cadre de la CSRD pour, bon dans tous les domaines, hein, environnement, social et gouvernance, mais le pilier environnement est quand même très fort, et pouvoir justement, rentrer dans cette logique de, je construis une feuille de route, collecte de la donnée, je la fiabilise et ce que j'ai fait pour le carbone quelque part, je peux utiliser cette même méthodologie et cette même, discipline de travail, pour les autres thèmes qui seront couverts dans le rapport de durabilité. Et oui, en effet, hein, comme vient de dire Myrna, comme dans notre démarche, on identifie finalement toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur et que sur chacune de ces parties prenantes, on y associe un coût, une empreinte carbone et qu'on a un périmètre qui est exhaustif. En fait, on va pouvoir en plus identifier les impacts de l'entreprise sur le climat, donc à travers le bilan carbone, c'est l'objectif du bilan carbone, bah aussi modéliser l'impact du changement climatique sur l'organisation, où là, on va plus parler de vulnérabilité et d'adaptation. Et c'est là où finalement on se rapproche un peu d'une double matérialité, en tout cas sur le CRS1 en parlant donc bilan carbone, puisqu'on va pouvoir identifier les risques et les opportunités de manière assez précise tout au long de la chaîne de valeur et y associer les impacts, donc les coûts supplémentaires sur chaque périmètre, puisqu'on aura déjà les coûts à l'origine hein, sur chacun de ces périmètres. Et on peut aussi imaginer, bien sûr, élargir ce champ à d'autres enjeux pour une analyse complète des IRO. Donc finalement, l'objectif, ça va être sur chaque périmètre de décision, sur chaque périmètre, pouvoir piloter son bilan carbone et donc pour ça, pouvoir identifier ses émissions carbone, mais aussi identifier ses vulnérabilités
pour finalement construire un plan de transition qui comporte à la fois les actions d'atténuation pour réduire l'empreinte carbone et les actions d'adaptation pour réduire les coûts de l'inaction. Donc, si on prend un exemple, hein, ici, on est toujours sur le périmètre de la direction technique, donc un périmètre de décideur dans lequel on va retrouver plusieurs parties prenantes concernées, avec chacune son empreinte carbone et ses coûts. Et sur chacune également des vulnérabilités potentielles qui sont différentes, donc suivant chacun fournisseur, chaque site, chaque équipe, etc. Et donc, on va pouvoir construire un plan de transition réalisable et qui donne envie d'être réalisé car il permet de réduire son bilan carbone, mais aussi ses vulnérabilités et donc ses coûts de l'inaction. Et c'est tout pour nous, sauf si vous avez des questions ou si Myrnia, tu as quelque chose à rajouter. Je pense qu'on est prête à prendre les questions du public. Je ne sais pas si l'autre, tu peux nous donner quelques questions. S'il y a des questions déjà. Tout à fait, il y en a. Il y en a certaines que j'ai déjà répondues, mais justement, je suis en train de répondre à celle-ci et je vais vous la lire plutôt du coup. Euh, la question c'était donc, est-ce que d'après donc notre retour d'expérience, l'ensemble des collaborateurs comprennent bien justement cette structure comptable, ou est-ce que justement il y a des fois où ça marche moins bien, ou etc. Est-ce que Myrna, tu veux déjà répondre par rapport à ton cas Oui, alors volontiers. Effectivement, très honnêtement, la structure comptable n'est pas la structure la plus compréhensible pour un collaborateur. Donc nous, ce qu'on a utilisé, en restitution, en fait, c'est cette couche intermédiaire que Salomé a mentionnée qui s'appelle les groupes et sous-groupes. C'est-à-dire qu'on recrée des catégories un peu plus larges que le libellé comptable stricto sensu parce qu'il a surtout, je dirais, une signification pour les équipes financières, un peu moins pour les opérationnels. Et donc, nous, on a créé donc des groupes, je dirais larges et facilement compréhensibles tels que achats, déplacements, transports, frais généraux, immobilisation, énergie, produits, et à l'intérieur de ces groupes, des sous-groupes qui là aussi rentrent dans une compréhension, directe pour les collaborateurs. Dans les achats, ça va être par catégorie, de matières premières achetées ou de marchandises achetées. Pour la partie produit, ça va être, on va le scinder entre ce qui est cycle de vie et utilisation du produit et fin de vie du produit. Dans les déplacements, on utilisait là nos axes analytiques, donc suivant les équipes qui se déplacent ou la nature de déplacement. Et en fait, c'est ce niveau-là de groupe et sous-groupe qu'on restitue et qu'on utilise en pilotage, avec les collaborateurs. Et c'est vraiment si on descendait encore un cran en dessous, qu'on verrait en fait, les codes comptables et les libellés comptables qui ont été utilisés pour construire chacun de ces sous-groupes. Mais c'est quelque chose que, à part l'équipe projet qui travaille vraiment dans la partie collecte et cadrage du bilan, le reste des collaborateurs ne le voit pas et c'est un exercice qu'on fait une fois pour cadrer le projet et pour pouvoir avoir des résultats ensuite comparables, mais que théoriquement on ne retouche pas dans les années suivantes. C'est ça, exactement. Euh, Ça va être le cas sur pas mal de nos clients finalement, où les échelles groupes et sous-groupes sont compréhensibles par tous et toutes. Et du coup, c'est ça qu'on va présenter à l'échelle globale de l'entreprise. Mais la partie code comptable et la partie vraiment comptable et lien avec le plan comptable, donc la partie, l'échelle finalement la plus précise, pourra quand même rester intéressante pour le pilotage finalement des émissions et des coûts et le choix des décisions stratégiques pour les plans d'action puisqu'on a les coûts associés à chaque tonne CO2 à cette échelle-là. Donc les et deux visions sont intéressantes suivant qui regarde les bilans carbone. En effet, et je voulais ajouter juste pour avoir travaillé justement sur le projet Stella également, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on a pu utiliser les plans comptables locaux, comme Myrna l'a déjà dit, et du coup, c'était dans la langue locale. Donc en fait, sur le cas spécifique de Stella, le fait d'utiliser aussi ces éléments-là, ça permettait d'avoir justement à la fois la consolidation en anglais accessible à tous, mais aussi la donnée vraiment locale, dans la langue locale, euh, sur les entités en elles-mêmes, quoi. Et cette échelle-là, hein, d'ailleurs, lors des consolidations, nous permet vraiment d'identifier ce qu'il faut supprimer lors de la consolidation parce que c'est des intercos à l'échelle du coup d'un code comptable et donc d'un poste d'émission. Et donc sur notre outil, en un clic, en fait, on peut supprimer pour la consolidation ces postes d'émission-là, puisque finalement, ils sont déjà identifiés d'un point de vue comptable. Ok, tu voulais ajouter quelque chose, Myrna, ou... Non, non, C'est bon. c'est très Ok, complet. très bien. On passe à la prochaine question alors.
Et il y avait une question très pertinente qui disait, du coup, est-ce que la CCA, elle n'est que pour le niveau de maturité avancé ou est-ce qu'on peut aussi le faire en standard ou même en initial? Alors, on peut le faire à n'importe quel niveau et pour n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un plan analytique pour faire un cadrage à partir des codes comptables. Donc, en fait, vous pouvez le faire sur un niveau standard juste pour vous aider à la cartographie des flux, comme vous pouvez le faire sur un niveau avancé en croisant du coup les codes analytiques pour avoir des résultats par décideur. Il y a presque finalement, il y a presque plusieurs niveaux de comptabilité carbone analytique suivant ce que souhaite avoir l'entreprise et suivant aussi le niveau de maturité de l'entreprise. Après, vous pouvez regarder dans la norme V9, au début, il y a les différents indicateurs qui donnent les différents niveaux attendus à chaque étape du bilan carbone. Donc, pour du coup, voilà, à chaque étape du bilan carbone. Et donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, un niveau standard sur le plan d'action et un niveau avancé sur le cadrage pour pouvoir avoir un cadrage en CCA et un plan d'action peut-être un peu moins poussé. Voilà, ça c'est possible aussi. Et alors pour, ajouter l'expérience Stella, effectivement, nous, c'était la première année donc où on utilisait, cette méthode et ce qui nous a plu, c'était le fait qu'on ait pu l'appliquer à toutes donc nos 9 entités sur 12, alors qu'elles sont très variables. La plus petite fait 50 salariés, la plus grande, 330, avec des niveaux de complexité et d'organisation très variables d'une société à l'autre et j'ai envie de dire, c'est une méthode qui marche à chaque fois. Alors plus l'organisation est, je dirais, bien structurée, bien organisée avec déjà un pilotage financier, avancé, plus ce sera facile, quelque part de venir collecter la donnée carbone parce qu'il y a déjà un peu cette discipline et cette routine, de reporting et de données disponibles. Néanmoins, pour ceux qui sont moins avancés, ça donne, tout de suite je dirais la roadmap de progression, et on voit, très facilement là où, l'entreprise peut s'améliorer et nous, on a aussi utilisé cet exercice pour justement, prendre à chaque fois, je dirais, les bonnes pratiques de l'un et les partager avec les moins avancés, ce qui aurait été, je pense, plus difficile si on avait eu des méthodes différentes, suivant les sociétés. Donc il y avait aussi un côté, je dirais, pédagogique pour aider les plus avancés à embarquer les moins avancés avec des échanges métiers, donc un côté aussi assez fédérateur, au sein de l'exercice au moment des restitutions. Merci Myrna. Euh, ensuite, j'ai vu la question, il y en a plein qui arrivent. Oui, donc il y a une qui disait que le plan comptable n'est pas forcément aligné sur la réalité de l'entreprise et il mélange parfois des choses qui est difficile d'avoir, où il est difficile d'avoir un détail. Par exemple, une facture qui est enregistrée sur un compte comptable mais qui regroupe des achats de nature différente. Est-ce qu'on a déjà rencontré ce cas et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a déjà rencontré ce cas? Oui, néanmoins, ça reste quand même assez rare. Ça fait quand même plus de 2 ans maintenant qu'on fait des bilans carbone en CCA et qu'on a rencontré ce cas, oui, peut-être dizaines de fois grand max. Et dans ces cas-là, on fait plusieurs postes d'émission. En fait, on découpe le code comptable en plusieurs postes d'émission. Le cas typique, c'est par exemple charges locatives, où dans les charges locatives, on a des déchets d'un côté et des consommations d'électricité de l'autre. Bah, dans ces cas-là, on a deux postes d'émission charges locatives, un qui s'appelle charges locatives déchets et un autre qui s'appelle charges locatives consommation d'énergie. Voilà. Donc c'est juste après, on redécompose finalement le code comptable en deux postes d'émission, notamment aussi pour correspondre à la méthode bilan carbone et pour sortir un BGES et un GAG qui sont corrects. Potentiellement, je ne sais pas si c'était clair pour les participants, mais on peut mettre plusieurs facteurs d'émission sur un poste d'émission. Je ne sais pas si Salomé, tu veux détailler un peu. Oui, en fait, on peut faire plusieurs calculs sur un même code comptable et sur un même poste d'émission. On peut associer plusieurs fichiers d'ailleurs sur un même poste d'émission. Si on a un poste d'émission d'achat matières premières en 601, par exemple, on peut avoir 5 à 6 réponses fournisseurs ou 5 à 6 fichiers différents. Et donc, on va pouvoir afficher enfin, plusieurs du coup, sources de données et donc plusieurs calculs sur un même code comptable. Et tu as mentionné aussi le lien avec le BGES, le GAG. J'ai déjà répondu à l'écrit, mais je pense que peut-être pour tout le monde, quid du lien avec toutes les normes?
En fait, ce qu'on fait, c'est que sur chaque code comptable qu'on transforme du coup en poste d'émission, on va décrire le lien avec les normes. Donc, on va associer un type et un sous-type bilan carbone et après un périmètre, donc opéré, non opéré pour ceux à qui ça parle, pour que finalement le poste d'émission tombe dans la bonne case suivant les normes. Et après, il y a des calculs automatiques de notre outil derrière qui fait qu'on sort un BGES et un GHG en plus du bilan carbone. Et est-ce que, vu qu'il y a des questions très pertinentes, comment on fait, vu que les GHG, le bilan carbone, etc., se calculent pas de la même manière, exactement, notamment sur les immobilisations? Alors là, pour le coup, c'est presque plus outil que Oui. méthode, mais Oui. effectivement, du coup, sur notre outil, par exemple, sur les immobilisations, on va renseigner la date d'achat et la durée d'immobilisation et le coût initial ou le prix ou la tonne initiale ou le nombre de PC ou ce que vous voulez, en tout cas la quantité d'activité initiale, ce qui va permettre à l'outil de calculer en même temps le BGES, qui lui, du coup, comptabilise en amortissement exactement comme d'un point de vue comptable finalement et le JAG qui ne prend les émissions que de l'année de l'achat. Donc en fait, pour le coup, c'est l'outil qui va faire le calcul parce qu'on va lui renseigner toutes les données nécessaires pour faire les deux calculs. Ok, merci Salomé. Et il y avait une autre question, mais je pense qu'elle était déjà mentionnée, mais comment est-ce qu'on intègre du coup tout ce qui n'est pas supporté par l'organisation? Peut-être petit rappel, par exemple, l'usage et la fin de vie. C'est ça. En fait, on va pouvoir rajouter autant de postes d'émission qu'on veut, sachant qu'il y en a qui sont déjà automatiques sur notre outil, qui sont justement les postes d'émission non supportés, qu'on va pouvoir garder ou supprimer suivant les cas. Et on va pouvoir en rajouter s'il y en a qui sont pas déjà identifiés dans l'outil, mais qu'on identifie nous. Voilà. Donc en fait, le nombre de postes d'émission est complètement libre. Finalement, utiliser les plans comptables et le code comptable, c'est un premier filtre, mais qu'on pourra retraiter derrière pour découper les codes comptables s'il y a plusieurs types bilan carbone dans un même code comptable, comme on a dit juste avant, ou bien rajouter des postes d'émission s'il y en a à rajouter, puisqu'ils ne sont pas payés par l'entreprise. Euh, ok, je regarde s'il y a d'autres questions. D'ailleurs, hein, ça a été le cas chez Stella où on a rajouté des postes d'émission non supportés par Stella, donc utilisation, fin de vie des produits, déplacement Tout à domicile fait. travail. Ouais, on avait aussi, nous notamment, pour tout ce qui était fret amont, le transport en fait, des matériaux était intégré nous à nos prix d'achat, donc on ne payait pas le transport amont. Néanmoins, on a quand même consulté tous nos fournisseurs pour, collecter justement cette information sur, et reconstruire en fait un poste de fret amont. Mmh. Et en tout cas, il y a une autre question pertinente du coup qui est remontée, qui est donc quel est le coût de cette approche versus un DIAC décarbonation de BPI? Et du coup, je pense que ça parle aussi beaucoup donc process, etc. Mais Salomé, tu connais par cœur, je te laisse répondre. Alors nous, on fait ça dans le cadre de Diag. Donc on fait un bilan carbone en 12 jours en CCA avec cette méthode-là. Notamment pour Stella, hein, par exemple, mais pour d'autres. Donc finalement, ça nous prend pas plus de temps, voire même ça nous prend moins de temps qu'un bilan carbone classique, parce que du coup, la cartographie des flux est beaucoup plus rapide, tout en étant beaucoup plus précise. Et après, la lecture des fichiers se fait par climatype. Donc là-dessus, c'est pas méthode, mais c'est plus l'outil, mais on gagne beaucoup de temps aussi. Du coup, et comme on cherche aussi à responsabiliser beaucoup nos pilotes de projet, nos chefs de projet, on on leur propose de rentrer un maximum dans la plateforme. Et donc tout ça fait que finalement, on rentre largement un bilan carbone en 12 jours lors d'un diag décarbonation avec cette méthode-là. Peu importe les tailles d'entreprise et peu importe le nombre de sites. Et même peut-être qu'il y a une question aussi de scalabilité, c'est-à-dire que grâce à ça, on arrive aussi à faire plusieurs entités dans potentiellement moins de diag, parce que justement, ça fait gagner du temps. C'est le cas sur c'est là. On a fait 6 diag pour 12 entités. Tout à fait. Euh, Et effectivement, pardon, j'ajoute là-dessus, nous, alors on avait très à cœur au moment où on a choisi, cette méthode-là, de pouvoir avoir une méthode, que l'on pouvait s'approprier, c'est-à-dire ne pas être dépendant quelque part, de notre consultant ou d'un outil pour pouvoir piloter
notre empreinte carbone. Et en fait, c'est vrai que parce qu'on réplique cette même méthode à l'ensemble des entreprises, bah, quelque part, alors il y a la courbe d'apprentissage en année 1 où forcément on découvre tout et on doit se rompre un peu à l'exercice. Mais plus on avance, plus quelque part on accélère sur les 3 derniers bilans carbone qu'on a fait. N'ont jamais été aussi rapides sur la première année parce que, voilà, on rencontre quand même aussi, très souvent les mêmes écueils, les mêmes risques, les mêmes difficultés sur certaines données et donc on est aussi plus rapide et plus efficace pour trouver, les solutions, et permettre en fait de réaliser le bilan, dans des temps qu'on arrive du coup à compresser et c'est très agréable parce que c'est vrai qu'il y a toujours une frustration pour les équipes à passer beaucoup d'énergie sur une collecte de données et très peu sur l'analyse et là, on essaye de renverser cette balance et de vraiment, essayer de rendre cette partie collecte le plus récurrent et je dirais, routinier possible, de manière à ce qu'eux aussi puissent, par exemple, se projeter, se dire: «Bon, bah, l'année prochaine, sur une base trimestrielle, je commence déjà à collecter un certain nombre de choses pour pouvoir mettre à jour rapidement, pour passer du temps sur l'analyse des résultats, sur les plans d'action, sur le plan de transition, qui est aussi une partie, voilà, plus motivante et plus créative quelque part que collecter de la donnée. Et même au-delà de l'année 1, hein, on a certains de nos clients qui aujourd'hui mettent à jour leur bilan carbone en année 2, en année 3, voire même en année 4 aujourd'hui. Et qui le font en moins d'un mois aujourd'hui parce que les fichiers finalement sont à peu près toujours les mêmes d'une année à l'autre, sont compris par notre outil. La méthode est carrée, ce qui fait que le périmètre était déjà exhaustif en première année et donc ils n'ont pas un reparamétrage de poste d'émission à rajouter ou quoi que ce soit. Et donc la mise à jour est facilitée et assez rapide, ce qui permet justement de se concentrer sur la partie action, plan d'action, suivi des trajectoires, qui est finalement la partie la plus intéressante d'un bilan carbone. Mmh. Ok. Justement, il y avait l'une des questions, c'était est-ce que l'outil est ensuite mis à disposition de l'organisation et peut-elle mettre à jour chaque année son bilan carbone elle-même pour le suivi? Vous avez du coup déjà répondu, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, mais je pense que on a fait le tour. Et ensuite, je choisis la question. Oui. Quel est le ratio d'entreprises utilisant cette méthodologie? Pourquoi tout le monde ne se lance pas s'il gagne de temps conséquent? Pourquoi tout le monde ne se lance pas? C'est une bonne question. Et chez nous, c'est 100%. On utilise cette méthode chez 100% de nos clients. On se pose même plus la question aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on n'utilise que cette méthode. Combien on a de clients en tout? Je saurais pas vous dire, mais beaucoup. Plus de 200 qui ont déjà réalisé leur bilan carbone. 200 avec nous, voilà. 200 qui ont déjà utilisé cette méthode avec nous aujourd'hui. Mm. Et peut-être que c'est un peu lié à une autre question qui disait, est-ce que vous voyez de la concurrence avec des fournisseurs d'ERP qui intégreraient la CCA dans leurs outils? Et je pense que là, on mélange un peu outils et méthodes, mais peut-être on peut parler de notre volonté aussi de mettre cette méthodologie en open source, Salomé. Oui, mais la méthode, elle est open source, elle est dans la V9, enfin dans la V9, la méthodologie V9 bilan carbone. Il y a des formations qui sont disponibles chez nous. Voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de pousser cette méthode-là un maximum de manière open source et gratuite pour tous et toutes. Et après, au niveau des outils, bah, j'espère en fait qu'il y aura de la concurrence demain et que d'autres outils intégreront cette méthode, parce que je pense que plus d'entreprises utilisent cette méthode et des outils capables de faire ça, et bah, plus d'entreprises pourront construire un plan d'action et dérouler des actions et vraiment agir pour réduire leurs émissions. Donc finalement, j'ai pas très envie de parler de concurrence parce que finalement, plus il y a de la concurrence, mieux c'est, j'ai envie de dire, pour tout le secteur. Euh, et hop, celle-là, c'était bon. Euh, je regarde si j'ai d'autres questions pertinentes. Euh, donc, il y a une question dit comment la collecte est facilitée pour les entreprises. Cela signifie qu'elle suit les flux physiques de manière systématique. Je sais pas si on y a déjà un peu répondu. Bah, peut-être Myrna, si tu veux expliquer comment
tu as fait la collecte? Ouais, bah, en fait, nous, ça partait vraiment de cette réunion de lancement et cadrage où on passe en revue, en fait, les différents postes et on identifie les sources disponibles. Donc l'idée, c'était aussi d'être très pragmatique et de partir, en fait, de ce qui existe déjà dans l'entreprise, dans les différents, outils métiers qui sont utilisés, donc les ERP, je sais pas, des logiciels qui vont gérer la partie, expédition, des marchandises, bien entendu donc les extractions comptables, mais aussi par exemple les extractions, voilà de cartes de carburant, les fichiers qui sont utilisés pour gérer, par exemple, la flotte de véhicules, pour les assureurs qu'en fait on réutilise et l'idée c'était de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui existe déjà dans l'entreprise que nous on peut réutiliser?» parce que, l'outil en fait, accepte toutes sortes de formats, et ainsi quelque part ne pas recréer en fait un fichier de données, pour charger des éléments qui sont déjà disponibles sous des formes, très diverses et très variées mais sur lesquels il faut faire en fait l'effort une seule fois de compréhension et d'interprétation de la donnée et pour pouvoir après, dans les années suivantes, l'automatiser parce que typiquement, l'extraction d'un ERP en général est peu variable ou voilà le fichier avec les véhicules une fois qu'on sait qu'il faut qu'on prenne aussi le poids des véhicules et pas juste, par exemple, la valeur d'achat. On construit en fait, des outils qui servent en opérationnel, aux collaborateurs, et pour le bilan, carbone, je dirais sans surplus d'effort, au moment où on crée la donnée. Il faut peut-être comprendre et expliquer, parce que c'est pas le cas sur tous les outils, c'est que notre outil lit tout type de fichier Excel. En fait, on va lui apprendre à comprendre le fichier et pas construire un fichier pour que le fichier corresponde à l'outil. C'est vraiment dans l'autre sens. Et du coup, on va pouvoir récupérer des fichiers de n'importe quel ERP ou n'importe quel fichier métier qu'on va pouvoir faire comprendre à l'outil. Et donc, c'est en Oui, ça aussi que la mise à jour est facilitée, puisque ce fameux fichier-là qui sort de l'ERP, il a le même format d'une année à l'autre. Et donc, pour faire la mise à jour du bilan carbone, il suffit de déposer le fichier au même endroit dans l'outil. Et donc, c'est là aussi, on gagne beaucoup de temps lors de la collecte, puisque c'est notre outil qui fait les calculs. C'est notre outil qui comprend les fichiers, même s'il y a 10 000, 20 000 lignes sur un fichier fournisseur, et qui sort les résultats ligne à ligne. Et donc là-dessus, on gagne beaucoup de temps. Ok. On est en train de divaguer un peu sur, en effet, l'outil. Il y a beaucoup de questions sur l'outil aussi dans la question-réponse. Peut-être une réponse générale que oui, potentiellement, vous pourrez recontacter Salomé du coup pour voir l'outil. Et oui, l'outil est possible. Enfin, vous pouvez utiliser en tant que consultant l'outil pour vos clients si vous le souhaitez. Euh, il y a une question pertinente aussi. Est-ce qu'une CCA sur Excel, c'est possible? C'est une bonne question. Si quelqu'un veut se lancer et essayer de créer un Excel, allez-y. Par contre, c'est vrai que dans les cas où dans des grandes entreprises, par exemple, Stella Group, où il y a peut-être 50, 60 fournisseurs, 50, 60 clients, et la même chose un peu pour les projets, pour les équipes, pour les produits, etc. Ça va être compliqué, je pense, d'avoir le même niveau de détail dans un outil type Climatype et dans un fichier Excel. Je pense que c'est possible de faire le cadrage à partir des codes comptables dans un Excel. Ça, c'est possible. Mais toute la partie parax analytique, ça me paraît compliqué en dehors d'un outil. Après, ouais. pour l'instant, il n'y a pas d'Excel qui existe, donc Beh, j'ajouterais aussi pour nous le vrai gain de temps, c'était le fait de pouvoir importer nos fichiers métiers. Si je pense par exemple à un fichier d'expédition de marchandises, on est à plus de 40 000 lignes, sur une année, donc de pouvoir, voilà, travailler, tout ça de manière, enfin, utiliser, je dirais, la puissance de l'informatique, pour que justement on puisse, consolider toutes ces données-là qui sinon sont quand même compliquées à travailler, vu la taille en fait, des fichiers, le nombre de lignes, ouais. Et il y avait une autre question aussi sur l'intégration des données, et notamment des intégrations de données d'ACV, et comment c'est Oui, intégré. alors, du coup, nous, on a ce qui s'appelle un catalogue produit. Donc, dans un catalogue produit, ça va nous permettre d'intégrer une ligne égale un produit, et après en colonne les différentes étapes du cycle de vie. Et ces différentes étapes de cycle de vie, on va pouvoir récupérer pour les compléter soit une ACV, une analyse de cycle de vie si elle a été réalisée, donc avec directement les tonnes CO2 par étape de cycle de vie, soit des facteurs d'émission, d'EcoInvent ou bien de l'ADEME de base empreinte, pour calculer une ACV, on va dire simplifiée, directement depuis notre outil.
Et du coup, on va avoir des résultats par produit et sur chacun des produits par étape de cycle de vie directement dans l'outil. Ça marche pour les produits achetés et pour les produits vendus. Et après, dans les fichiers de collecte, on va multiplier ces résultats par produit par le nombre de produits à l'année. Ces catalogues, ils vont nous permettre du coup de garder chaque année déjà une trace d'ACV simplifiée ou d'ACV complète, si elles ont été faites en amont, de résultats par produit. Donc effectivement, au-delà des résultats par fournisseur, par client, par équipe, etc., on intègre aussi la notion de produit. Et dans la notion de produit, on a aussi des regroupements de produits. Si par exemple vous avez une catégorie de produits entière, euh, voilà, par exemple des rayonnages, voilà, une catégorie alimentaire et une autre catégorie autre chose, on va pouvoir regrouper des produits dans des catégories et avoir des moyennes de produits, soit par unité fonctionnelle, donc par exemple par kilogramme de produit, par tonne de produit, par euro de produit, par litre, par mètre, etc. Soit directement par produit. Voilà. Donc les deux s'affichent dans l'outil. Après, ça, c'est presque au-delà de la CCA, c'est presque un autre sujet. Je serais ravie d'en discuter avec vous si vous voulez, de vous montrer, vous faire une démo, il n'y a pas de souci. Mais c'est presque au-delà de la méthode et de CCA. Euh, un peu dans la même veine, mais je ne sais même pas si on a la réponse. Pensez-vous que l'ABC va mettre à disposition un outil de calcul CCA? Il faut poser la question à l'ABC. C'est ça. J'ai envie de dire, Excel, je pense pas. Ou alors juste sur la partie cadrage, hein, comme on vient de dire. Et après sur BC+, je sais pas. Il faut leur demander. Je sais que pour l'instant, non. Pour l'instant, BC+ ne fait pas de CCA, en tout cas pas de répartition par axe analytique et de cadrage à partir de code comptable. Pour l'instant, il n'y a que Climatype. Un petit peu d'autres outils sur des répartitions hein, par fournisseur, par client, tout ça. Mais au niveau du cadrage, il n'y a que Climatype. Mais j'espère que demain, il y en aura d'autres et pourquoi pas l'outil de l'ABC, effectivement. Euh, je regarde s'il y a beaucoup de questions sur l'outil, mais du coup que j'ai passé. Euh, et peut-être une dernière, mais qui est aussi un peu hors méthodologie, c'est quelles sont les pistes que nous utilisons pour avoir des facteurs d'émission fiables et récents? Plus bilan carbone général même. Et c'est très général. Là, pour le coup, la réponse est dans la méthode V9 bilan carbone que je vous invite à aller lire parce que pour le coup, elle est assez précise sur ce sujet et assez bien faite. Donc, il y a plusieurs solutions, hein. La première, c'est il y a une ACV qui est réalisée. Dans ces cas-là, on va chercher le facteur d'émission de l'ACV. La deuxième solution, c'est le fournisseur ou le prestataire a fait son bilan carbone et du coup, il a son facteur d'émission spécifique pour lui, que ce soit par unité, donc par mètre carré, par tonne, etc., ou par euro. Une autre solution, c'est les bases de données. Donc, il y a EcoInvent, Agribalise, base empreinte, etc. Et une dernière solution, effectivement, mais qui est à éviter un maximum, c'est les fameuses données monétaires et facteurs d'émissions monétaires. Et là-dessus, on est vraiment, vraiment moins précis sur les calculs, donc nous, on les évite un maximum. Et, euh, ensuite, je vois pas d'autres questions spécifiques sur la... Ah, s'il y en a une qui vient d'arriver. Euh, On a déjà un peu répondu, mais est-ce que avec cette approche, on répond aux exigences de l'ADEME et du coup du BGES? Oui, vers cette approche, on sort donc un bilan carbone, un BGES, un GAG, depuis notre routine, donc les trois en même temps. Et du coup, on répond bien aux exigences, on fait des diags, des carbos avec cette approche. Euh, voilà. Oui, c'est juste une autre façon de regarder les résultats, mais peuvent être présentés sous d'autres formats. Ouais. Ok. C'est peut-être votre dernière chance pour poser encore des questions, et puis sinon, je pense que on a fait le tour. Ouais, on peut laisser encore 2-3 minutes pour voir s'il y a plus de questions. Je vois qu'on a pas mal de messages de remerciements dans le chat. Donc, merci à vous d'avoir participé. Euh, je crois qu'on a une question qui vient d'arriver de Benoît Courel. Ah.
Ok. Oui, donc la question c'est pour la partie donc fin de vie, usage, enfin tous les postes d'émission qui sont du coup hors comptabilité. Est-ce qu'ils sont, si c'est des, là je suis pas sûre de comprendre, mais est-ce qu'ils sont comptabilisés dans l'unité productrice ou vendeuse? Je pensais que c'était une question sur la consolidation, mais en fait non, parce que si c'est pas interne. Alors, ils sont identifiés par défaut dans notre plateforme pour pas les oublier. Mm. On peut les supprimer ou les garder. Et après, par contre, on peut bien, je sais pas si ça répond à la question, mais on peut bien les associer aux axes analytiques. Donc, on peut bien associer, par exemple, l'utilisation à l'axe analytique produit pour avoir des résultats par produit sur le poste d'émission utilisation. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais Et peut-être que la question, je suis pas sûre non plus, mais sur une émission, il peut y avoir plusieurs analytics, c'est-à-dire qu'on peut à la fois lier un client et un fournisseur. Donc si, par exemple, c'est une entreprise qui fait de l'achat-revente, en effet, il y a du coup l'achat, il y a l'utilisation et potentiellement la fin de vie. Elle peut être liée à la fois au client et au fournisseur qui a vendu cet élément-là à l'entité sur laquelle on fait le bilan carbone. C'est et pas au site exclusif. qui a vendu le produit. Voilà, donc ça peut être lié à plusieurs analytiques. On espère avoir décortiqué la question. Ah oui, et du coup pour les intercos en effet. Donc là, il y a une question sur Stellas. Quand il y avait des intercos, vous les avez comptabilisés où? Donc Alors, en fait, on prend les intercos dans chacune des filiales. Donc, par exemple, si la société A fabrique et vend ses produits, donc elle va avoir dans sa partie utilisation et fin de vie les produits qu'elle a fabriqués, mais également on intègre les produits qu'elle a achetés de la société B, qui appartient toujours à Stella Group, mais qui ont été pour le coup commercialisés et donc qui se retrouvent dans la partie utilisation et fin de vie de la société A. Et c'est ce genre de flux qu'on va par contre éliminer au moment de la consolidation pour que on ne se retrouve pas en fait à comptabiliser à plusieurs niveaux un produit fabriqué par B mais vendu par A. Donc la fabrication du produit B est bien dans la société B, mais son utilisation et sa fin de vie est dans la société A si c'est elle qui l'a commercialisé, puisqu'on prend les quantités en fait de produits vendus pour chacun. C'est ça. Et du coup, l'identification de ces intercos est facilitée par les codes comptables qui souvent s'appellent Oui, intercos ou des choses comme ça pour les retrouver. exactement. Et après, facilité par l'outil au niveau de la consolidation parce que du coup, en un clic, en fait, finalement, on consolide les entités en supprimant les doublons, donc en supprimant ces fameux intercos. Ouais, alors plus que supprimer, je dirais, on décide de les ignorer puisqu'ils restent toujours là et ils sont visibles à, voilà, à l'échelle de la filiale, mais plus à l'échelle du groupe. Mmh. C'est ça, exactement. Ça dépend comment on regarde le bilan carbone. À l'échelle de Ouais, la filiale, ils seront toujours là. Mais à l'échelle de la société consolidée, donc du groupe, ils ne seront plus qu'une seule fois finalement. voilà. Mmh. merci. Et après, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut avoir une démo de l'outil? Mais je pense que dans ce cas-là, dans tous les cas, vous pourrez recontacter Salomé. On fera un sorte de mini webinaire démo juste de l'outil pour les personnes qui sont intéressées. Super, s'il y a